Les fragments du submersible Titan, récupérés au fond de l'océan en 2023, racontent une histoire surprenante, celle où la promesse formelle de la sécurité, censée toujours l'emporter sur la production, a été brisée. Lorsque la pression commerciale rencontre des environnements physiquement impitoyables comme les profondeurs abyssales ou le vide spatial, la réglementation se heurte à une réalité inévitable. L'exploration de l'inconnu exige l'acceptation d'un niveau de risque qu'aucune loi ne peut entièrement annuler. Héloïse, comment analyser cette frontière ténue entre le progrès technologique et le coût humain dans des secteurs aussi extrêmes que le sous-marin et l'aérospatial? Le problème central réside dans le fait que ces deux industries opèrent aux extrêmes absolus de la physique. D'un côté, nous avons la pression écrasante des fosses océaniques, et de l'autre, l'énergie explosive requise pour échapper à la gravité terrestre. La tension entre les constructeurs de véhicules et les rédacteurs de règles n'a jamais été aussi vive qu'aujourd'hui, surtout avec des entreprises privées qui supplantent les agences gouvernementales, apportant une culture d'entreprise qui s'accorde mal avec la prudence technique traditionnelle. Cette dynamique n'est certainement pas nouvelle. Elle ne date pas des milliardaires de la technologie contemporaine. Historiquement, l'exploration spatiale nous a montré les conséquences lorsque les délais ou la production prennent le pas sur la sécurité. La NASA, en particulier, a offert un avertissement sévère. L'exemple le plus frappant est le désastre de la navette spatiale Challenger en janvier 1986. Les ingénieurs de Morton Thiokol, qui produisaient les boosters à poudre, savaient pertinemment que les joints d'étanchéité, les fameux joints toriques, perdaient leur élasticité à des températures proches de zéro. La nuit précédant le lancement, des ingénieurs comme Roger Boisjoli ont supplié la direction de reporter la mission à cause du froid exceptionnel prévu en Floride. Et pourtant, le lancement a eu lieu. Les enquêtes ultérieures ont révélé que la NASA subissait une pression politique et médiatique énorme pour respecter des calendriers serrés. Il y avait même l'idée de faire coïncider le vol avec le discours sur l'état de l'Union du président Reagan. On a carrément ordonné aux managers d'ignorer les données techniques et de privilégier les besoins de l'entreprise. Le résultat a été tragique. Des gaz incandescents se sont échappés du joint rigidifié par le froid et Challenger a explosé 73 secondes après le décollage, tuant les 7 membres d'équipage. Cet événement a complètement redéfini la gestion des risques dans l'aérospatiale en montrant que le vrai danger n'était pas le matériel en soi, mais les lacunes dans la communication organisationnelle et la subordination de la sécurité aux impératifs de planification. C'est un moment où l'illusion du contrôle absolu s'est brisée de manière spectaculaire. Cela nous amène à un concept fondamental que les réglementations modernes cherchent à appliquer dans les secteurs à haut risque. L'idée que le risque doit être réduit au niveau le plus bas possible, tout en admettant qu'il ne sera jamais nul. Dans le domaine de l'ingénierie et de la réglementation, ce principe est connu sous l'acronyme ALARP pour As Low as Reasonably Practicable, soit le niveau le plus bas raisonnablement réalisable. L'Organisation maritime internationale, par exemple, l'utilise constamment pour réguler la sécurité en mer. Les réglementations ne demandent pas une probabilité d'accident maritime nulle. Elles exigent plutôt des opérateurs qu'ils démontrent avec des modèles mathématiques rigoureux et des analyses de coûts qu'ils ont pris toutes les mesures d'atténuation des risques qui ne sont pas démesurément coûteuses ou complexes par rapport aux bénéfices obtenus. Appliquer l'ALRP à un cargo ou un ferry a un sens pratique évident. Mais lorsque nous parlons de plonger à 4000 mètres de profondeur pour explorer des épaves, la tolérance à l'erreur disparaît. Techniquement, l'ingénierie des submersibles abyssaux fait face à un défi brutal. La différence technique entre l'espace et l'océan profond surprend souvent, mais les faits confirment que le fond de l'océan est un environnement bien plus hostile.
Dans l'espace orbital, la différence de pression entre l'intérieur pressurisé d'un vaisseau et le vide cosmique n'est que d'une seule atmosphère. Le danger principal en vol spatial est au lancement et à la rentrée thermique. Dans l'océan profond, à 4000 mètres, la coque doit résister à environ 400 atmosphères, soit des tonnes de poids par centimètre carré. Et si une dépressurisation partielle se produit dans l'espace, l'équipage a souvent le temps de mettre des combinaisons d'urgence. Par contre, en cas de défaillance structurelle, dans les profondeurs océaniques, l'implosion est quasi instantanée, plus rapide que le temps qu'il faut au système nerveux humain pour enregistrer la douleur. C'est précisément là que les réglementations de certification deviennent une question de vie ou de mort. Le véhicule sous-marin Alvin, exploité par la marine américaine, a effectué des milliers de plongées en toute sécurité. Sa sphère habitable en titane, de plusieurs centimètres d'épaisseur, est soumise à des tests rigoureux pour résister à des pressions supérieures de 25% à sa limite opérationnelle maximale. Il existe un protocole de la marine, le P929-90, qui réglemente chaque aspect de la conception et de l'exploitation en eau profonde, s'appuyant sur les organismes de classification pour vérifier les matériaux. Mais l'industrie privée a trouvé le moyen d'ignorer ces normes établies. Dans le cas du submersible Titan, son créateur a délibérément choisi de contourner les agences de classification navale. Son argument public était que ce processus de certification, lent et méticuleux, étoufferait l'innovation technologique. Stockton Rush a opté pour de la fibre de carbone pour la coque pressurisée associée à des dômes en titane. La fibre de carbone excelle en traction, d'où son usage en aérospatial. Mais elle se dégrade de manière imprévisible sous des cycles continus de compression extrême. Rush affirmait qu'un système de surveillance acoustique interne alerterait l'équipage en cas de délamination imminente, leur laissant le temps de remonter. Cependant, les experts savaient que cette approche était fatale. Quand la fibre de carbone cède sous cette pression, l'implosion est presque instantanée. Les capteurs acoustiques ne vous informaient que de votre mort imminente quelques millisecondes avant. Cette philosophie de l'innovation agressive, privilégiant l'expérimentation avant la certification, semble tout droit sortie de la mentalité de la technologie informatique, l'idée de bouger vite et de casser des choses pour apprendre. Mais quand l'échec coûte des vies humaines, l'absence de réglementation devient impardonnable. Comment cette mentalité se transpose-t-elle au secteur aérospatial privé, où des entreprises comme SpaceX adoptent des méthodes de développement similaires? SpaceX utilise bien une approche de développement itératif rapide qui accepte la perte de prototypes pendant les tests, comme on l'a vu avec les explosions des fusées Starship au Texas. Cependant, la dynamique réglementaire y est différente. La Federal Aviation Administration, la FAA, exige des évaluations détaillées sur l'impact environnemental et la sécurité des zones environnantes avant chaque lancement. Lorsque des débris d'un lancement expérimental se sont dispersés sur des zones naturelles protégées, les régulateurs ont bloqué les opérations suivantes jusqu'à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre. La FAA intervient donc lourdement pour protéger l'environnement et le public au sol. Mais pour les passagers payants qui montent à bord de ces véhicules commerciaux, l'approche de l'agence change radicalement. La réglementation semble reculer pour ne pas freiner l'industrie naissante du tourisme spatial. Le Congrès des États-Unis a établi une période d'apprentissage réglementaire, prolongée plusieurs fois. Ce moratoire interdit à la FAA d'imposer des exigences de sécurité rigoureuses pour la conception des véhicules destinés aux passagers. Actuellement, la loi fédérale repose sur le principe du consentement éclairé. Les passagers, légalement définis comme participants en vols spatiaux, doivent signer des documents formels où ils reconnaissent explicitement que le gouvernement des États-Unis n'a pas certifié le véhicule spatial comme sûr. Toute la responsabilité de l'acceptation du risque est ainsi transférée du concepteur gouvernemental au consommateur privé. Ce modèle de consentement éclairé
pourrait fonctionner pour des aventuriers fortunés, mais il soulève d'énormes questions éthiques si l'on considère l'objectif final de ces entreprises, le transport spatial de masse et l'installation de colonies extraplanétaires. La transition de l'expérimentation à haut risque au transport commercial de masse a toujours été historiquement coûteuse. L'aviation civile commerciale a atteint son niveau actuel de sécurité méticuleuse justement en analysant les tragédies passées et en imposant des réglementations inflexibles. Des chercheurs d'organisations comme The Aerospace Corporation ont développé des modèles mathématiques pour prédire les taux de défaillance des futurs vols suborbitaux commerciaux. Mais l'échantillon statistique des vols réels est encore trop petit. Nous bâtissons une industrie sur des dizaines de vols d'essai, alors que l'aviation commerciale repose sur des milliards d'heures de vol consolidées. Cette tension entre délais commerciaux et surveillance rigoureuse ne concerne pas seulement les frontières expérimentales. L'industrie aéronautique traditionnelle nous a offert un exemple dévastateur de la façon dont la pression de production peut corrompre le processus réglementaire de l'intérieur. Le désastre du Boeing 737 MAX n'avait rien à voir avec l'exploration d'environnements extrêmes, mais était entièrement dicté par la nécessité de protéger des parts de marché contre un concurrent. Le cas du 737 MAX met en évidence les dangers de la déréglementation pratique. Boeing avait un besoin urgent d'introduire un avion avec des moteurs plus grands et plus efficaces pour rivaliser avec l'Airbus A320 Neo. Pour éviter une formation sur simulateur coûteuse et longue pour les pilotes, ils ont conçu le nouvel avion pour qu'il se comporte comme les anciens modèles en implémentant un logiciel correctif appelé MCAS. Ce système était censé abaisser automatiquement le nez de l'avion dans certaines conditions pour prévenir le décrochage. Le paradoxe tragique est que la FAA, pour accélérer les délais de certification, avait délégué une grande partie de l'autorité de révision aux ingénieurs même de Boeing. Le contrôleur a littéralement cédé son rôle au contrôlé. La pression de l'entreprise a mené à des décisions techniques fatales. Le système MCAS ne se basait que sur les données d'un seul capteur d'angle d'attaque, ignorant ainsi un principe fondamental de la redondance aéronautique. En plus, Boeing a omis d'inclure des informations sur le système MCAS dans les manuels de vol des pilotes, les jugeant superflus. Lorsque des capteurs défectueux ont activé le système de manière anormale sur des vols en Indonésie et en Éthiopie, poussant les avions vers le bas, les équipages se sont retrouvés à lutter contre un logiciel invisible dont ils ignoraient l'existence. Les 346 morts sont le résultat direct d'un système réglementaire qui a permis aux objectifs de production d'éluder les exigences de sécurité fondamentales. Les règlements sont souvent perçus par les directions d'entreprise comme un obstacle bureaucratique au progrès ou aux marges de profit. Pourtant, ces manuels de conformité ne sont pas nés d'une volonté de compliquer le travail des ingénieurs. Chaque règle, chaque exigence de redondance et chaque protocole d'inspection représente une leçon tirée d'une catastrophe précédente. Mais un débat s'ouvre. Une approche réglementaire excessivement préventive aurait-elle pu empêcher les triomphes de l'ère Apollo ? Le programme Apollo opérait avec des profils de risque que les agences gouvernementales d'aujourd'hui jugeraient inacceptables. Pendant les phases de conception de l'alunissage, les modèles indiquaient des probabilités de perte d'équipage effroyablement élevées. Cependant, le contexte était dominé par un impératif géopolitique existentiel, lié à la guerre froide, que la société américaine et ses dirigeants considéraient comme suffisant pour justifier ce risque. Aujourd'hui, la dynamique a changé. Les risques pris par les corporations privées sont dictés par des impératifs commerciaux, des gains financiers ou le prestige personnel. Développer des réglementations qui préviennent les catastrophes ne signifie pas arrêter l'exploration, mais plutôt empêcher que l'ambition privée ne transforme l'équipage ou les passagers en cobayes sacrifiables. Et ici émerge un autre défi juridictionnel. Dans l'espace, le traité sur l'espace extraterrestre de 1967
rend les gouvernements nationaux responsables des activités menées par leurs acteurs privés au-delà de l'atmosphère. Dans l'océan profond, par contre, il règne un vide juridique quasi total. Si vous opérez dans les eaux internationales à 4000 mètres de profondeur, vous vous trouvez hors de portée de toute agence de surveillance nationale. Les conventions maritimes internationales sont conçues pour gérer le trafic naval de surface, la pêche et l'exploitation des ressources des fonds marins, mais elles sont complètement inadéquates pour surveiller l'utilisation de véhicules expérimentaux lancés par des navires-mers battant pavillon de complaisance. Il n'existe pas de police des abysses. Ce trou noir réglementaire est exactement ce qui a permis à des opérations non certifiées de plonger à plusieurs reprises dans un environnement qui tolère les erreurs techniques, encore moins que l'espace cosmique. En analysant ces récits, du gel qui a détruit les joints toriques de Challenger, à la défaillance de la fibre de carbone dans les profondeurs océaniques, jusqu'aux capteurs défectueux des avions de ligne modernes, une leçon universelle émerge. Les réglementations ne concernent pas seulement l'épaisseur des alliages métalliques ou les certifications aérodynamiques. Non, elles servent surtout à créer et à défendre un système organisationnel dans lequel la voix d'un technicien qui détecte une anomalie a le pouvoir d'arrêter tout un appareil industriel, sans craindre de représailles de la part de l'entreprise. Les systèmes à haute fiabilité reposent sur la capacité institutionnelle à accueillir les doutes et à stopper les opérations lorsque des anomalies apparaissent. Les règles protègent ceux qui ont le courage de dire que le véhicule n'est pas prêt à partir. Sans le parapluie protecteur d'une surveillance indépendante et rigoureuse, la pression naturelle vers le profit et les résultats rapides continuera inexorablement à éroder les marges de sécurité. Les secteurs sous-marins et aérospatiaux nous démontrent quotidiennement que repousser la présence humaine au-delà des frontières naturelles comporte des risques techniques extrêmes. Cependant, les réglementations restent le seul outil rationnel pour séparer l'exploration réfléchie du pari catastrophique. Gérer l'inévitabilité du risque ne signifie pas l'annuler, mais garantir que chaque décision opérationnelle soit prise en interrogeant impitoyablement les données scientifiques avant de consulter les projections financières. Partagez cet épisode avec ceux qui aiment explorer l'intersection entre ingénierie, éthique et le prix du progrès humain.